Les footballeurs Diego Armando Maradona ou Juan Román Riquelme, les tennisman David Nalbandian ou Juan Martín del Potro, la capitale Buenos Aires, la Bombonera, le quintuple champion de Formule 1 Juan Manuel Fangio ou l'ancien boxeur Carlos Monzon, de nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour le 29e épisode de cette série Road to World Cup, on arrive pas loin de la fin. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de l'Argentine, donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti, générique. L'Argentine va donc participer à sa 19e Coupe du Monde, et ils en ont gagné 2, donc en 1978 chez eux. Ils ont gagné 3-1 contre les Pays-Bas en finale, avec notamment un doublé de Kempes et un but de Bertoni. Et en 1986, ils ont également gagné, avec notamment en quart de finale ce match contre l'Angleterre, avec la main de Dieu de Maradona et un autre but tout simplement fou, ils ont gagné 2-1. Ils ont également fait une victoire 2-0 contre la Belgique, où c'est pareil, Maradona avait été absolument énorme, c'est lui qui met le doublé d'ailleurs. Et en finale, ils avaient gagné 3-2 contre l'Allemagne de l'Ouest. Mis à part ça, ils ont également fait 2 défaites en finale, en 1990 où ils ont perdu contre l'Allemagne de l'Ouest, donc la revanche de 86, sur le score de 1-0, un but de Bremeux sur penalty. Et ils ont également perdu en 2014 contre l'Allemagne encore à nouveau, bon là c'est l'Allemagne réunifiée forcément, et ils ont perdu 1-0, donc après prolongation, sur un but de Mario Götze, et on se rappelle de cette faute de Neuer sur Higuaín. Oui, en tant que grand fan de l'équipe d'Argentine, je vous avoue que je l'ai encore en travers de la gorge, mais j'aime bien l'Allemagne, donc bon. Et est-ce que la forme de l'Argentine peut leur permettre de gagner leur 3e Coupe du Monde ? Eh ben honnêtement, oui, c'est possible. L'Argentine se porte plus que bien. Ils ont une série de 37 matchs en défaite, ce qui est absolument monstrueux. Leur dernière défaite est en 2019 contre le Brésil. Enfin, vraiment, c'est une équipe qui est absolument monstrueuse. On peut nuancer par contre, c'est que il y a eu le Covid forcément, donc pas forcément de déplacement contre des ogres européens. Donc, mis à part le Brésil, où d'ailleurs ils ont fait des matchs nuls ou des victoires, mais jamais des grosses victoires. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut toujours nuancer un peu leurs résultats, mais c'est sûr qu'ils sont dans une énorme forme. Et en plus, on sent une vraie cohésion d'équipe, un vrai esprit d'équipe dans cette équipe. Je trouve que voilà, le 11, quand on le voit comme ça, il peut paraître peut-être pas forcément très ronronnant, mais on sent vraiment quelque chose qui a été travaillé par Scaloni, du coup, le sélectionneur de l'Argentine, et je serais pas étonné de voir l'Argentine gagner cette Coupe du Monde, parce que on en reparlera après en poule, mais c'est un groupe qui est vraiment en train de bien travailler. On sent vraiment qu'ils sont à l'apogée de leur cycle, si je puis dire. Donc je pense que vraiment l'Argentine est dans une forme monumentale, même s'il faut pas négliger le fait qu'il y ait des absents quand même assez importants. On a Joaquín Correa et on a également Nico González, qui sont 2 joueurs plutôt importants pour l'Albiceleste, qui ont été déclarés forfaits. Donc ils ont appelé Ángel Correa, le joueur de l'Atlético de Madrid, et ils ont également appelé Thiago Almada, un petit crack de la MLS qui a 21 ans. Donc voilà comment ils ont pallié les forfaits, à voir comment ça va se passer. Mais il y a une autre absence qui est regrettable, c'est celle de Giovanni Lo Celso, qui est malheureusement blessé. Et clairement, Lo Celso, c'était vraiment un homme très très important dans le dispositif mis par Scaloni. Donc on va voir comment ça va être suppléé là tout de suite dans la revue d'effectifs. Mais clairement, ça c'est une belle perte. Et on peut également dire aussi Romero qui est incertain, le joueur de Tottenham, c'est pareil, ça peut être un coup. Et on a Dybala et Papou Gomez qui sont pas forcément toujours titulaires, mais les faits de savoir qu'ils sont pas forcément aptes à rentrer en cours de jeu, c'est pareil. C'est des incertitudes qui sont clairement à prendre en compte, et peut-être que justement cette forme va être un peu gâchée par tous ces éléments négatifs de cet effectif. Alors pour le dispositif, je suis parti sur un 4-2-3-1, ça peut très bien être un 4-3-3 avec une pointe basse, mais je pars sur un 4-2-3-1, c'est presque un 4-4-1-1 pour être logique, parce que en fait le 10 c'est Messi, et c'est vrai que Messi joue plus haut, mais voilà, on part sur un 4-2-3-1, et on a parlé, la grosse force c'est Messi. Messi va jouer sa dernière Coupe du Monde, alors voilà, Messi meilleur joueur le plus sélectionné, joueur qui a marqué le plus de buts dans la sélection albiceleste, le meilleur joueur du monde pour certains, le meilleur joueur de l'histoire pour certains. Moi je rentre pas dans ces débats que je trouve débiles. Et Messi là il est vraiment dans une bonne forme au Paris Saint-Germain. Il retrouve clairement tout l'étendue de son talent. Enfin il l'a toujours eu, mais
En tout cas, je trouve que c'est convaincant de voir ce qu'il fait du côté du Paris Saint-Germain. Et ouais, franchement, il est en très très grande forme, mais je pense qu'il va essayer de tout faire pour gagner une Coupe du Monde pour sa dernière. Je trouve que ce qui est bien maintenant, c'est que en fait, il y a une vraie force collective dans cette équipe. Alors le jeu tourne toujours autour de Messi, mais beaucoup moins qu'à une époque où vraiment on faisait que... en fait, avant, on fabriquait le jeu autour de Messi. Maintenant, le jeu tourne automatiquement autour de Messi. Je sais pas si vous comprenez la nuance que je veux dire, mais en tout cas, franchement, ça se sent parce que voilà, je trouve que voilà, la force est collective, même si Messi est clairement au-dessus du lot et clairement le game changer de cette équipe. Mais en tout cas, ouais, Lionel Messi arrive dans une grande forme et je serais pas étonné qu'il nous fasse une super Coupe du Monde. Et devant lui, on a un joueur que j'affectionne particulièrement, qui sera mon joueur à suivre, c'est Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter, que je trouve très complet. Bon physiquement, bonne finition, bon dribble, capacité de bien jouer en pivot. Je trouve que c'est important justement pour combiner avec Messi juste derrière et avec les les ailiers, pardon. Et ouais, franchement, j'aime bien ce que fait Lautaro. Moi, je trouve vraiment bon. Donc voilà, c'est vrai que c'est un neuf qui, je trouve que c'est un des rares neufs qui a réussi à combiner un peu avec ce que fait Lionel Messi. On a eu des neufs de qualité, Higuain, on a eu Agüero, Icardi à un moment, Tevez. Mais c'est vrai que les neufs n'avaient pas forcément la capacité à réussir à combiner avec Messi, à jouer avec Messi. Lui, il arrive très très bien, donc ça c'est vraiment une belle force. Voilà pour le duo offensif, si je puis dire. Et sur les côtés, on y retrouve McAllister et Di Maria. Donc Di Maria, voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de vous le présenter. Excellent joueur. Là, à la Juve, il a eu un peu de pépin physique, donc j'espère que ça va aller dans cette Coupe du Monde. Mais c'est un joueur, c'est un joueur de classe mondiale, très clairement. Et de l'autre côté, on a McAllister, le joueur de Brighton, qui c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. Il se retrouve sur le côté gauche un peu par défaut justement parce qu'il y a des absents, notamment Gonzalez. Donc c'est à voir comment il va réussir à s'en sortir sur le côté gauche. Moi je pense que ça devra aller, mais c'est que ça ressemble quand même un petit peu à du bricolage si je puis dire. Même si c'est vrai que contre les Émirats Arabes Unis, le match qui a eu lieu il y a quelques jours, il s'en est plutôt bien sorti, mais ouais, voilà pour McAllister. Et le milieu, du coup, sera un milieu avec Paredes et avec De Paul. Donc De Paul sera un peu plus offensif que Paredes. Donc Paredes, en fait, il vient combler l'absence de Giovanni Lo Celso. J'avoue, je sais plus trop quoi dire pour Paredes parce que c'est un joueur qui est vraiment qui a des gros pics hauts mais qui a des pics bas aussi, qui est souvent qui est inconstant, chercher le mot, qui ne confirme pas, je trouve tout le temps. C'est dommage parce qu'il a énormément de talent, franchement, il a une belle vision de jeu. Là normalement ça aurait dû être Lo Celso à sa place, donc ça va être lui. Donc on va voir comment ça va se passer. Et à droite, on a De Paul du coup qui est Rodrigo De Paul qui joue à l'Atlético de Madrid, qui est un super joueur, qui avait fait une Copa América absolument monstrueuse, mais c'est vrai que du côté de l'Atlético, il est un peu en difficulté. Tout comme l'Atlético d'ailleurs. Mais donc à voir, moi je pense qu'il est capable de sublimer et de nous sortir une belle Coupe du Monde, honnêtement, parce qu'en sélection il est toujours bon. Donc voilà pour ça. Et si on part vraiment sur un 4-3-3, mais je serais assez surpris de voir ça, parce que du coup ça veut dire que Messi serait potentiellement sur un côté, mais Messi c'est plus un joueur de côté, ou alors en faux attaquant, mais sans Lautaro je comprendrais pas. Mais en tout cas on a toujours Guido Rodriguez qui peut jouer en sentinelle, qui a un profil beaucoup plus défensif, qui est intéressant toujours sur l'homme. Ça peut être ce joueur-là aussi également qui peut rentrer. Mais moi je pense que ce sera Paredes. En tout cas ce qui a été mis contre les Émirats Arabes Unis, c'était Paredes et je vais y arriver, et De Paul, pardon. Et voilà, en tout cas, c'est vrai que la perte de Lo Celso, franchement, c'est quelque chose de très important, donc on va voir comment ça va se passer. Et pour la défense, donc côté droit, on a Molina et on a Foyth. Je pense que ce sera Molina, le joueur de l'Atlético de Madrid, mais c'est pareil, il a pas beaucoup de temps de jeu, donc peut-être qu'on préférera mettre Foyth, que moi j'avoue, je suis pas un grand fan de Foyth, donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire, mais je suis pas son plus grand fan.
Et Molina, il est bon normalement, mais c'est vrai que il est en difficulté là du côté de l'Atlético. Enfin, il a pas forcément de temps de jeu, donc à voir comment il va être dans cette compétition. Mais normalement en sélection, il apporte toujours quelque chose de très très intéressant. Et à gauche, on a soit Tagliafico, soit Acuna. Tagliafico qui fait une super saison là à l'Olympique Lyonnais, c'est sûrement le meilleur Lyonnais de la saison. Mais là contre les Émirats Arabes Unis, c'était Acuna qui a joué, le joueur de Séville, qui avait pourtant pas fait un très bon début de saison. Je crois qu'il a manqué quelques matchs de mémoire à Séville. Donc à voir comment ça va se passer sur le côté gauche. J'avoue d'avoir des incertitudes. Et dans l'axe, pour remplacer Romero s'il n'est pas là, ce sera Otamendi ou Lisandro Martinez. Faut quand même espérer que Romero soit là parce qu'il est clairement meilleur. Otamendi, voilà, qui apporte tout son leadership, toute sa malice, si je puis dire, tout son vice également, on va pas se mentir. Et à ses côtés, on avait Romero, du coup, qui est un vraiment super joueur. Du côté de Tottenham, on a Lisandro Martinez, le joueur de United, qui manque un peu de taille, mais qui est un excellent défenseur. Donc à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, cette défense, franchement, sur le papier, elle paraît pas incroyable, mais en sélection, elle fait plus que le travail, donc voilà. Et au but, on a Martinez, le gardien d'Aston Villa, qui est un très bon gardien, qui se prend pas mal de buts, malheureusement, le pauvre à Villa, mais qui est un bon gardien, parce que en Argentine, on n'a jamais eu des très très grands gardiens, enfin, en tout cas, sur les 15-20 dernières années, on n'a pas eu des gardiens où on s'est dit, waouh, quel gardien. Je peux penser notamment à Lux. C'était assez compliqué. Et je viens de me faire mal en repensant à Lux. Et ouais, franchement, voilà, c'est un bon gardien qui est très 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 intéressant. On a également Geronimo Rulli. Donc voilà pour cette équipe d'Argentine. Ouais, comme je vous dis, sur le papier, elle paraît pas folle, mais voilà, 37 matchs en défaite. Un vrai esprit d'équipe, vrai esprit d'équipe. Ça, je crois que c'est le plus important. Un peu comme l'Espagne d'ailleurs. Et c'est pourquoi moi, voilà, l'Argentine, on va en parler juste après. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien armée et ce sera vraiment très très difficile de la bousculer. Ah, et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un joueur. Enzo Fernandez, le joueur de Benfica, qui est absolument monstrueux. Je pense qu'il est capable d'avoir du temps de jeu, peut-être à la place de Paredes. C'est vrai que ça vient de me revenir. Mais ouais, non, franchement, Enzo Fernandez, il pourrait potentiellement rentrer dans les plans pour remplacer Lo Celso. C'est vraiment un 6-8, vraiment un poste hybride, capable vraiment de tout faire. À Benfica, il est en train d'exploser. Il avait été très bon, notamment dans le championnat argentin. Et là, depuis son arrivée à Benfica, il est absolument monstrueux. On l'a vu contre le PSG, notamment. Donc c'est vrai que je viens d'y penser là en finissant de clôturer mon chapitre, mais Enzo Fernandez pourrait potentiellement avoir du temps de jeu également. En tout cas, voilà, jeune de 21 ans, très très prometteur. Franchement, c'est un super joueur, donc je serais pas étonné de le voir avoir du temps de jeu. Et la poule de l'Argentine, du coup on a la Pologne, le Mexique et l'Arabie Saoudite. Et normalement l'Argentine devrait être première de sa poule sans problème. J'ai presque envie de dire avec les 9 points. Je pense qu'il y aura 3 victoires de la part de l'Argentine. Je vois pas qui pourrait bousculer l'Argentine très clairement. Et est-ce que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde ? Bah c'est difficile de le dire de toute façon. Mais si on devait jouer au jeu du pronostic, ouais, moi ils font partie de mes trois favoris. Pour moi, il y a le Brésil, l'Argentine et moi j'avais dit l'Espagne et je continue à bien les sentir. Comme j'ai dit, l'Espagne en fait, c'est que voilà, ils ont un esprit d'équipe, ils ont énormément de joueurs qui jouent au Barça, donc ils se connaissent bien. Voilà, mais ouais, l'Argentine, ils peuvent gagner la Coupe du Monde très clairement. On verra comment ça va se passer, mais ouais, moi franchement. Puis ce serait une belle histoire pour Messi. Messi qui gagne sa dernière Coupe du Monde, enfin franchement ce serait beau. Je crois qu'en plus ce serait son 1000e match de sa carrière, je crois, si les stats sont bonnes. Enfin voilà. Ce serait juste fou. Et ouais, donc voilà, moi... En fait, s'il n'y avait pas eu tous ces forfaits, ces incertitudes, Argentine, j'aurais dit sans problème. C'est vrai que maintenant, comme je vous dis, le Celso, c'est vraiment une perte majeure pour cette Albiceleste. Donc, on va voir comment ça va se goupiller. Mais l'Argentine est clairement top 3 de mes favoris. En tout cas, top 2 des favoris de tout le monde, je pense à Argentine-Brésil, c'est ce qu'on sent. Mais encore une fois, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément joué des top nations. Ils ont joué que sur leur continent, même si voilà, faut pas négliger l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie, enfin ce genre d'équipe. Ça reste des belles équipes, mais c'est vrai que c'est plus facile de mesurer quand ils affrontent des équipes européennes. Et puis aussi, faut pas oublier que par exemple l'Italie avait je ne sais plus combien de matchs sans défaite et au final ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Je suis désolé si les Italiens qui regardent la vidéo que je retourne le coup dans la play, mais voilà. Donc faut voir, on va voir comment ça va se passer.
Mais ouais, l'Argentine, franchement, il y a possibilité qu'ils aillent très très loin. J'ai vu qu'il pouvait potentiellement y avoir une finale Argentine-Brésil. Ce serait beau pour le continent. Bon, moi, je voudrais que ce soit la France, hein, bien entendu, on s'entend. Mais ouais, franchement, ce serait... ouais, ça va être compliqué. Ça va être... va falloir voir cette Argentine, mais en tout cas, il va falloir les surveiller très très clairement. Et pour le joueur à suivre, hein, je vous l'ai dit, j'avais envie de parler de lui, donc on va parler de Lautaro Martinez. Donc Lautaro Martinez qui est, voilà, un joueur qui joue en général plutôt avec une pointe à côté de lui. Ça peut être soit Dzeko, soit Correa, soit Lukaku du côté de l'Inter. Moi je le trouve très bon, voilà, pour combiner en fait. Bon là il joue un peu seul en pointe, mais comme je vous l'ai dit, Messi joue tellement haut qu'en fait il joue quasiment en 2 pointes. Et voilà, en fait, Lautaro Martinez, c'est vraiment un joueur qui est très bon dans les petits espaces, bonne finition, bonne qualité de dribble. Il a un peu du Agüero en lui, pardon. Alors un peu moins bon qu'Agüero, hein, on s'entend, mais je trouve que dans sa et un peu moins rapide qu'Agüero aussi. Enfin, Agüero jeune. Mais en tout cas, ouais, moi je suis assez fan de Lautaro Martinez. Je le trouve, ouais, franchement, je le trouve vraiment complet. Bon, il a un petit gabarit, mais il est quand même bien galbé, dirons-nous, donc. Voilà, il est capable de résister aux charges physiques de ses adversaires très clairement. Et ouais, franchement, ce Lautaro Martinez, moi, il me plaît bien. J'espère qu'il va faire une grande compétition et j'espère que voilà, avec Messi, ça fera un duo magnifique. En tout cas, ouais, Lautaro Martinez, j'ai hâte de voir sa suite de carrière parce que je pense que l'Inter ne pourra pas le retenir ad vitam aeternam. Mais ouais, franchement, super équipe, donc enfin super joueur, pardon. Donc voilà pour Lautaro Martinez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Romain Henry qui m'a aidé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à le suivre. Grand suiveur du championnat argentin et brésilien également, il me semble. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, il fait souvent des trades très intéressants. On se retrouve très bientôt, la prochaine vidéo sera sur les États-Unis, l'épisode numéro 30. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Tchuss!